Bienvenue sur Télépaèse et Danto Cowboy. Et aujourd'hui, nous recevons Lorenza De Angelis. Vous êtes thérapeute en médecine chinoise. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, présentez-nous cette discipline. Alors, la médecine chinoise est une médecine que l'on appelle traditionnelle. C'est une médecine très ancienne, puisqu'elle a 3500 ans. Et c'est la médecine indienne ou médecine ayurvédique ou Ayurveda qui lui a donné naissance. Alors, présenter rapidement, c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des médecines qui sont très complètes et très vastes. Mais la première chose que je pourrais en dire, c'est que ce sont des médecines qui sont préventives. Au contraire de la médecine moderne, occidentale et allopathique, qui est une médecine curative. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons à cœur de faire en sorte que nos patients ne tombent pas malades plutôt que de les soigner lorsqu'ils sont malades, ce qui est quand même assez intéressant. Alors justement, quels sont les piliers de la médecine chinoise? Piliers en termes de soins ou piliers en termes de prévention, on va dire? Les piliers en termes de soins. Alors en termes de soins, la médecine chinoise est très vaste. Elle a plusieurs disciplines, la diététique notamment, la psychothérapie, l'enseignement des méthodes Jiangsheng, qui sont les méthodes de préservation de la vie et de la santé, si on fait une traduction littérale. Nous passons pour cela par la respiration, la diététique, la gestion du stress et des émotions. Donc c'est une médecine qui est extrêmement vaste. Nous apprenons également les massages, l'acupuncture. Un médecin chinois est un médecin pluriel en quelque sorte. Il n'est pas spécialisé dans une technique, mais il a à sa disposition tout un arsenal de moyens pour guérir et surtout pour faire en sorte que le patient ne tombe pas malade. J'insiste bien sur ce point parce que nous considérons, nous, que le corps est une machine qui est très très bien faite et qui est à la base constituée pour ne pas tomber malade, mais pour s'auto-guérir en permanence. Et c'est uniquement par les mauvais traitements qu'on lui fait subir tout le temps, à savoir notamment la pollution, la mauvaise alimentation, les mauvaises habitudes de vie et surtout le stress, que nous lui retirons petit à petit ses capacités d'auto-guérison. Et nous le mettons en situation d'être en état de faiblesse et donc de tomber malade. Alors des médecins chinois qui étaient au centre de la culture chinoise. Il y a des anecdotes très intéressantes, notamment le médecin qui était payé quand on tombait malade. Le médecin, en fait, non pas quand on tombait malade. C'est-à-dire que le médecin chinois se fait payer lorsque son patient vient le consulter pour être en bonne santé. Mais si jamais un jour son patient, dans l'ancien temps, venait le voir en lui disant « je suis malade », il ne se faisait pas payer pour le soigner parce qu'il considérait qu'il avait failli à sa mission, tout simplement. Alors, tout simplement, comment se pratique-t-elle la médecine chinoise? Au jour le jour? Au jour le jour. Alors, du point de vue de la consultation ou du point de vue de la pratique, parce qu'il est intéressant de voir que nous, en tant que praticiens, nous avons à cœur d'inculquer des méthodes à nos patients et nos patients doivent les mettre en pratique au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment au quotidien. On peut parler d'une philosophie de vie qui va avec ces consultations. Tout à fait. Ce sont vraiment des habitudes de vie. D'ailleurs, la médecine chinoise est fondée sur, on va dire, un système de pensée philosophique qui s'appelle le Tao. Et le Tao, si on en fait la traduction, c'est la voie du juste milieu. À savoir que pour nous, pour les praticiens en médecine chinoise depuis les temps immémoriaux, la médecine est fondée sur le fait que tout ce qui est en équilibre, tout ce qui est dans le juste milieu est salvateur, tout ce qui est excessif, au contraire, est nocif et génère des pathologies, voire entraîne la mort. Voilà. Alors, tout simplement, comment comment rester en bonne santé finalement aujourd'hui en utilisant cette philosophie? Alors, comment rester en bonne santé? Là, on touche aux méthodes Jiangsheng dont je parlais tout à l'heure. Elles sont basé sur 3 piliers fondamentaux, un tout petit pilier qui sera l'alimentation ou la diététique en général, donc les boissons, etc., ce qu'on va avaler, donc évidemment mettons à part tout ce qui est drogue ou là où on sait que c'est très nocif pour le corps, mais une mauvaise alimentation n'est pas bonne pour le corps, ça constitue un petit pilier. Le deuxième pilier, quand même un peu plus important, ce sera la respiration. Nous faisons beaucoup de respiration diaphragmatique avec nos patients parce que la respiration est un élixir de bonne santé et que 99,9% des Occidentaux sont considérés comme mal respirants, c'est-à-dire qu'on utilise la partie supérieure du corps, à savoir les poumons, alors que les poumons devraient être seulement un acteur secondaire dans la respiration. Donc, nous apprenons à nos patients à respirer. Et surtout, le troisième pilier qui là est le
vraiment le plus important, c'est la gestion des émotions. Puisque le fondement, on va dire, des médecines traditionnelles, donc l'Ayurveda, la médecine chinoise et la médecine arabe, c'est que toutes, j'insiste, les maladies sont générées par une mauvaise gestion des émotions. À savoir que nous n'avons pas de maladies dites idiopathiques, c'est-à-dire sans cause avérée, alors que la médecine occidentale, elle, considère qu'il y a plusieurs maladies sans cause avérée. On ne sait pas pourquoi le patient tombe malade. On va le soigner ou tenter de le soigner sur une symptomatologie, donc sur une conséquence, et non pas sur une cause en amont. Ce qui fait qu'au mieux le malade guérit, au pire il ne guérit pas, puisqu'on n'éradique pas la cause. Et nous, en médecine chinoise, nous avons à cœur de remonter jusqu'à la cause, tout au moins d'essayer de le faire, pour pouvoir, à la base, éradiquer ce qui a causé la symptomatologie pour laquelle le patient vient nous consulter. Alors on va revenir sur, par exemple, la respiration, du coup. Parce que là, on touche aux réflexes, finalement, humains. Comment on a perdu ces bons réflexes au profit de mauvais réflexes, finalement? Alors, c'est tout bête. Le bébé, en venant au monde, c'est respirer comme ça, c'est-à-dire qu'il respire par le ventre. Vous avez dû observer, j'imagine, déjà des petits bébés nouveau-nés. Vous voyez que leur ventre se gonfle tout naturellement. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ce réflexe? C'est qu'en général, les couches des bébés sont trop serrées. Donc, étant donné qu'elles sont trop serrées, eh bien, tout bêtement, la respiration va monter. Le bébé ne peut plus gonfler son ventre, ou pas suffisamment, donc il va chercher à caser l'air ailleurs. Et il va le mettre dans les poumons. C'est comme ça qu'il le perd. Je vous passe les détails sur des modes comme la mode du 18e où on mettait des corsets ultra serrés, où les dames d'ailleurs s'évanouissaient très régulièrement, tout simplement parce que l'air n'était pas suffisant, la quantité d'air n'était pas suffisante. Donc c'est également par des modes et des mauvaises habitudes vestimentaires qu'on va perdre des réflexes qui normalement devraient être innés ou sont innés. Alors concrètement, je viens vous voir lors d'une séance. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Quels vont être les effets à court, à moyen et à long terme finalement? Tout dépend de la raison pour laquelle vous venez me voir. J'ai une patientèle vaste et vous pouvez tout à fait venir me consulter pour un problème particulier, c'est-à-dire une symptomatologie particulière, à savoir maux de ventre, maux de tête, une maladie déjà chronique, avérée, je ne sais pas, des maux de dos, peu importe. Ou tout simplement parce que vous avez envie d'avoir une hygiène de vie différente et une manière différente d'appréhender le quotidien et une envie également de renforcer ce que la nature vous a donné, à savoir votre corps. Parce que peut-être une prise de conscience du fait que la société actuelle ou le mode de vie actuel ne sont pas forcément très bons pour le corps humain. C'est une médecine qui se fonde beaucoup sur le dialogue. Oui, c'est exact. Elle est fondée en grande partie sur le dialogue puisqu'elle est fondée sur la gestion des émotions. Donc forcément, la partie la plus importante, ce sera d'apprendre à nos patients à gérer leurs émotions. Donc ça passe énormément par la parole, mais pas seulement. Et donc, on parle de médecine douce. Est-ce que tout le monde est réceptif? Est-ce que tout le monde peut pratiquer la médecine chinoise, peut s'adonner à la médecine chinoise? Alors, une toute petite précision, médecine douce, c'est un terme occidental. Pour nous, ça n'existe pas. Nous, on parle de médecine traditionnelle. Donc, douce, pourquoi? Parce qu'ils considèrent, en fait, ça c'est un point de vue, on va dire, un petit peu de méconnaissance qui a donné ce terme de médecine douce, tout simplement parce qu'on ne donne pas le même type de médicaments. Quand on va consulter un allopathe, il va vous donner un médicament qui est assez fort, donc quelque chose qui va avoir un effet immédiat, et on considère que ce n'est pas très doux. Par opposition avec le praticien en médecine chinoise ou en médecine ayurvédique qui va vous donner des choses beaucoup plus en profondeur, à effet beaucoup moins immédiat, mais beaucoup plus sur le long terme. Donc le terme de médecine douce, pour moi, n'est pas probant. Il est occidental, tout simplement. Le terme même de médicament n'est pas le même dans la médecine chinoise. Quelle est la définition de médicament en médecine chinoise? Un médicament en médecine chinoise, c'est tout ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire que, par exemple, nous considérons que le pardon, qui est une notion fondamentale en médecine chinoise, est un médicament. Alors, est-ce que tout simplement, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui pardonne moins, qui a besoin justement de ce pardon? Nous sommes dans une société très individualiste
où les émotions sont assez exacerbées, je dirais dans le mauvais sens, à savoir qu'il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère, on le voit d'ailleurs à échelle mondiale au niveau de l'actualité, j'allais dire quotidienne, des guerres et des attentats et tout ça. Ça n'est que le reflet, malheureusement, du mal de vivre de la société actuelle. Est-ce une conséquence de la crise économique? On pourrait chercher loin toutes ces causes-là, mais ce que je peux remarquer au niveau de ma patientèle, c'est qu'il y a déjà beaucoup de souffrance au niveau de l'individu, beaucoup de peur, et je peux vous assurer que ça commence très tôt, puisque j'ai des patients très jeunes. Peut-être là, je vais pouvoir répondre à votre autre question, à savoir qui peut s'adonner à ce genre de médecine, qui est touché par la médecine chinoise. Tout le monde. On peut commencer dès la naissance. Il faut juste en faire en fait la démarche intellectuelle. Exactement. Exactement. Alors, pour le bébé, il est évident que ce sont les parents qui en feront la démarche intellectuelle, mais étant donné que c'est une médecine préventive, en Chine, donc c'est le mode de soins qui est en cours, donc les parents vont dès la naissance consulter un médecin chinois, et donc dès la naissance, on peut mettre en place des systèmes de prévention qui permettront au bébé de ne pas avoir à subir les conséquences de son héritage au niveau des problèmes de santé qu'il peut y avoir dans sa famille, etc. Puisque c'est une médecine préventive et qu'on le sait dès le départ, puisque le médecin chinois, dès le départ, va demander aux parents de remonter sur 3 générations pour voir un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir dans la famille. Connaissant déjà les problèmes, on peut mettre en place un système de prévention qui fera office de protection pour le bébé qui vient de naître. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Un bébé qui naîtrait de 3 générations d'alcooliques, par exemple, a de fortes chances ou de fortes probabilités d'avoir un foie tendu à la naissance, puisque il a 3 générations d'alcooliques avant lui. En mettant en place un système pour nettoyer le logiciel foie et atténuer les effets de ces 3 générations d'alcooliques, le bébé en grandissant ne développera pas de symptomatologie attenante à ses racines, on va dire. Alors toujours par rapport à votre expérience, quels sont si on pouvait parler de bénéfices à court terme, à moyen terme, à long terme, comment se fait finalement ce fil, comment se dénoue ce fil pour les patients? Alors déjà, tout dépend de l'âge du patient. C'est sûr que quand on commence très jeune, eh bien, les bénéfices sont immédiats. Notamment, je le vois sur des petits patients de l'âge de ma fille. Ma fille a 10 ans et j'ai des petits patients de son âge. Lorsqu'on leur apprend la respiration diaphragmatique, c'est absolument immédiat. Ils le comprennent tout de suite et ils le mettent en pratique tout de suite et ça devient un réflexe. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire de le voir. Tout dépend après donc également de la problématique qui fait venir le patient à moi, ou au médecin chinois. Si c'est quelqu'un qui a déjà fait un parcours en médecine traditionnelle, il est déjà préparé, donc ça va aller très vite, il aura des effets immédiats. Si ce sont des personnes qui n'ont pas eu encore accès à ce que les grands maîtres chinois appellent la connaissance, à savoir les pratiques en médecine traditionnelle, ça prendra plus de temps, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'échec. C'est absolument impossible. Lorsque vous donnez au corps quelque chose qui lui fait du bien, il est reconnaissant et il vous le fait savoir très vite en général. Alors, outre le dialogue, il y a aussi, vous pratiquez aussi les massages et la pharmacopée. Oui. Vous pouvez nous expliquer ces termes? Alors, je pratique le massage thérapeutique oriental, qui est donc... Chaque médecine traditionnelle a une forme de massage qui lui est propre, en fait. Mais la finalité est toujours la même, à savoir que nous appuyons sur certains points au niveau des méridiens pour débloquer la circulation énergétique. Puisque pour nous, en médecine traditionnelle, quelle qu'elle soit, les problèmes viennent de blocages, ce qu'on appelle des stagnations de sang et d'énergie, qui se font au niveau des méridiens. Les méridiens, ce sont un petit peu, on va dire, des canaux qui circulent dans tout le corps, depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds, qui permettent au corps d'exister, enfin à l'être humain de vivre, ou à l'animal d'ailleurs. Et lorsqu'il y a des blocages énergétiques ou des blocages de sang, ça provoque des problèmes, du plus petit au plus gros. Donc, par le massage thérapeutique, nous avons à cœur de faire circuler cette énergie, à savoir également une précision importante, c'est que dans les médecines traditionnelles, on se fait masser pour ne pas être malade, on ne vient pas, comme en Occident, se faire masser quand on est perclus de douleur. C'est déjà pour nous un peu tard.
Il y a toujours ce rapport entre ne pas être malade pour les médecines traditionnelles et le fait de venir quand il est entre guillemets trop tard pour les médecines occidentales. Alors ça, c'est l'occidental qui vient en général un peu tard parce qu'il attend d'avoir mal. Je pense notamment au massage. Quand on dit ah, bah, ça y est, j'ai très très mal, je ne peux plus tourner la tête, il va falloir que j'aille me faire masser. Non, c'est justement pour ne pas avoir à être complètement bloqué qu'on va se faire masser dans l'esprit de l'oriental. Ça, c'est la différence fondamentale entre l'esprit de l'occidental et l'esprit de l'oriental, si vous voulez. Et il y a aussi par le biais d'infusion, par des choses que l'on ingère. Ça, c'est la pharmacopée. Elle est basée sur les plantes et les épices. Donc l'Ayurveda, donc la médecine indienne dont on parlait tout à l'heure, sera quasiment basée sur les épices, essentiellement. La pharmacopée chinoise, plus sur les plantes et les herbes. C'est le même état d'esprit, c'est seulement la géographie qui a fait qu'elles sont différentes, puisque les médecins, à l'époque, qui voyageaient moins facilement que nous, eh bien, prenaient ce qu'ils avaient à leur portée. Voilà, donc n'oubliez pas que la médecine ayurvédique a 5000 ans et la médecine chinoise 3500 ans. Donc il y a 3500 ans, nous n'avions pas ni les avions ni rien du tout, et donc on prenait ce qu'on avait à sa portée. Alors effectivement aujourd'hui, nous avons toujours cette pharmacopée qui est à notre disposition pour soigner nos patients. La différence, c'est que nous avons peut-être une moins grande connaissance des plantes que ne l'avaient nos aïeux. Donc on a peut-être une utilisation un peu plus limitée. Surtout en Occident, vous trouvez peu d'herboristerie. En Chine, vous en trouvez, mais en Occident, vous en trouvez peu. Il y a donc des laboratoires aujourd'hui occidentaux qui se sont mis à travailler avec des grands médecins chinois pour reprendre les grandes recettes, les principes fondamentaux de la pharmacopée chinoise et les conditionner sous forme un peu plus occidentale, à savoir sous forme de gélules. Donc au lieu de sortir de chez le médecin en ayant une ordonnance avec tant de grammes de tant de plantes, à aller prendre chez l'herboriste, vous sortez avec acheter telle gélule. Voilà, c'est la différence. Mais sinon, il est vrai que nous prescrivons des médicaments au sens occidental pour pouvoir renforcer notamment le corps, le système immunitaire et surtout à 2 moments précis de l'année, à savoir les saisons intermédiaires, l'automne et le printemps. Il est très important de faire des cures de certaines plantes à ce moment-là pour pouvoir permettre au corps de s'adapter au changement de saison qu'il attend, l'été qui est très chaud souvent et l'hiver qui peut être très froid également, qui sont des saisons dites violentes pour le corps. Alors, on va revenir sur votre parcours. Comment, finalement, en êtes-vous venu à enseigner la médecine chinoise? Alors, déjà, je ne l'enseigne pas, je la pratique, voilà, puisqu'il y a des maîtres qui l'enseignent. Moi, ça n'est pas mon cas. Moi, je suis donc à la base athlète de haut niveau. Je suis danseuse sportive. J'ai commencé la danse toute petite. J'ai fait une carrière, je concourais pour l'Italie. Une carrière professionnelle jusqu'au championnat du monde en danse sportive. Et j'ai également j'enseignais la danse. Et ce sont mes élèves de danse qui m'ont petit à petit poussée à une reconversion. Donc je danse encore aujourd'hui en spectacle, je fais encore du spectacle, mais je n'enseigne plus la danse, et je ne fais plus de compétition. Et je me consacre à la médecine chinoise grâce à mes élèves qui considéraient que je leur donnais beaucoup plus en cours qu'un simple cours de danse. Et qui, au fur et à mesure, m'ont poussée à m'orienter vers une voie plus thérapeutique, on va dire. J'ai eu un avantage, c'est qu'en étant diplômée maître de danse, j'avais déjà fait beaucoup d'anatomie, puisque c'est obligatoire pour passer nos diplômes, donc j'avais déjà une connaissance de base. Et ensuite, j'ai rencontré celui qui est devenu mon maître en médecine chinoise, et c'est comme ça que j'ai commencé mes études il y a 10 ans maintenant. Alors, ce sont en fait les fruits de beaucoup de rencontres qui vous ont fait vous perfectionner dans les différentes disciplines. Parlez-nous un peu de ces rencontres et des disciplines que vous avez apprises au fil de vos rencontres. Alors, en fait, la médecine chinoise, je n'ai qu'un maître, en fait, pour les différentes disciplines. C'est lui qui les enseigne. Et cet enseignement-là, il est très intéressant de le souligner. C'est l'enseignement du professeur Leung Kok-Yen. Et je suis très heureuse de pouvoir le dire aujourd'hui. C'est un des grands maîtres de médecine chinoise qui a échappé aux purges de Mao Tse-tung et qui s'est réfugié au Canada. Et à Vancouver précisément. Il est mort aujourd'hui, il nous a quittés à l'âge de 90 ans, mais en ayant à cœur d'ouvrir la médecine chinoise aux Occidentaux, ce qui n'a pas été le cas des autres grands maîtres qui ont pu échapper à ces purges, qui
ont gardé leur enseignement pour des disciples asiatiques et un tout petit nombre de disciples. Lui, au contraire, a voulu ouvrir la médecine en se disant que pourquoi pas les Occidentaux aussi pouvaient accéder à ce qu'ils appellent la connaissance et ne pas rester dans leur système de soins, mais au contraire se développer sur un autre système de soins. Et ensuite, vous avez aussi continué vos rencontres pour les massages orientaux. Mais non, tout ceci faisant partie de la médecine chinoise fait partie des études que j'ai suivies au privé. Ce sont donc toujours dans le cadre de la médecine chinoise, d'accord. Tout à fait. Alors, et donc c'est un apprentissage qui se fait tous les jours finalement. Vous continuez encore à apprendre et à vous former dans la médecine chinoise. Complètement. Je pense que ce sont des études que l'on fait à vie, que nos patients également nous permettent d'apprendre. Et puis de toute façon, on a toujours à cœur de se remettre en question parce que la connaissance n'est jamais figée, elle évolue et elle est tellement vaste que je pense qu'une vie est totalement nécessaire pour pouvoir non pas en faire le tour, mais essayer d'en maîtriser quand même une grande partie. Alors, on en a parlé de la médecine occidentale et il y a souvent une controverse par rapport à ces médecines traditionnelles. Pourquoi finalement la médecine occidentale n'accepte pas cette médecine ? Pour moi, c'est seulement un problème culturel, c'est-à-dire que chacun reste un petit peu dans ses habitudes et son mode de fonctionnement. La médecine occidentale est une médecine qui est atomistique, à savoir qu'elle sépare le corps de l'esprit. La médecine traditionnelle est une médecine holistique, on considère l'ensemble corps et esprit comme étant unis. Ce sont donc deux médecines basées sur des présupposés opposés. Donc, quand vous grandissez avec l'idée que vous avez un système et que ce système est le bon, il est difficile après de s'ouvrir à autre chose en considérant que c'est aussi bon. Il faut un état d'esprit particulier pour pouvoir s'ouvrir à ça justement. Mais pour moi, rien n'est bon, rien n'est mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis praticienne en médecine chinoise. J'ai des amis, voire même des parents qui sont, eux, médecins allopathes. Et nous parlons souvent ensemble. Et j'en suis très heureuse parce que eux, je les vois s'ouvrir à cette forme de médecine qu'ils ne connaissaient pas. Moi, j'ai baigné dans la médecine allopathique depuis petite puisque j'ai grandi en Occident. Donc, je considère aujourd'hui que ce qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir mélanger les deux systèmes de soins et que c'est dans l'ouverture justement et dans la confrontation des esprits dans le bon sens du terme que l'on pourrait progresser et peut-être même arriver à soigner des maladies qui aujourd'hui ne sont pas encore soignées de manière très efficace. Alors, est-ce qu'il existe des diplômes? Est-ce qu'il existe un diplôme reconnu pour ces pratiques? Alors, oui et non. Il est reconnu au Canada, il ne l'est pas en France, malheureusement. Toujours par un blocage culturel? Oui, je pense. Et c'est vraiment dommage parce qu'au-delà du diplôme qui n'est finalement qu'un simple morceau de papier, ça a une conséquence directe sur nos patients. C'est tout simplement que nous ne pouvons pas être remboursés. Et donc, certaines personnes se trouvent financièrement en difficulté, ne peuvent pas accéder à cette méthode de soins ou à cette manière d'être soignés, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer le médecin. Et puis une valorisation pour vous, surtout de votre apprentissage, de vos rencontres. Reconnaissance. Une reconnaissance. Et justement, comment reconnaît-on, je dirais, outre le bouche à oreille, finalement, comment reconnaît-on un vrai thérapeute en médecine chinoise d'un charlatan qui, on le sait, peut être aussi sur le marché, je dirais? Alors ça, c'est une question qui est, je dirais, fondamentale, mais il est extrêmement difficile d'y répondre. D'abord parce que ce serait fort prétentieux de ma part que de dénigrer certaines personnes, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans parce que ça devient à la mode. Alors là, on en revient un petit peu à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, à savoir quel est l'état de santé, qu'est-ce qu'on peut remarquer auprès des patients, à savoir que les patients, il y a beaucoup de souffrance, les gens vont mal. Donc, quand on va mal, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un moyen d'aller mieux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les charlatans sont légion, parce qu'il y a une réelle demande. Donc, comme il y a souffrance, il est très facile de dire non mais venez, moi je vais vous faire aller mieux. Les personnes étant
en demande, eh bien, vous croyez tout et n'importe quoi. Et comme il n'y a pas de diplôme reconnu, c'est la porte ouverte justement à des pratiques totalement aberrantes. Voilà, des gens qui pratiquent des massages. Alors le massage est thérapeutique, donc quel qu'il soit, hein, il en existe plusieurs pour la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Ce sont des massages qui sont thérapeutiques. J'insiste bien, c'est pas de la relaxation dans un spa esthétique, ce qui est très bien, mais ça veut dire que ça a des conséquences. Donc quand c'est mal fait, ça a également des conséquences. Et au lieu d'être soigné, eh bien vous ressortez plus mal que vous n'êtes entré. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est dû au fait que, justement, il n'y a pas de diplôme reconnu. Donc, n'importe qui, demain matin, peut ouvrir un cabinet de médecine chinoise, de médecine ayurvédique, de je ne sais quoi encore, sans être inquiété, le moins du monde. Ce qui amène ma dernière question. Donc, quel est votre souhait pour cette profession? Alors, tout simplement, peut-être un peu plus de reconnaissance. Pas forcément de la part des patients, parce que là, je crois que la reconnaissance, elle y est. Peut-être de la part de la médecine occidentale, j'allais dire au sens large. C'est-à-dire que moi, mon souhait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce serait qu'il y ait un plus grand dialogue entre l'Orient et l'Occident. Mais là, le débat est vaste. Et je pense qu'il va bien au-delà des frontières de la médecine. Alors, merci Laurence, cette émission se termine. En tout cas, merci de nous avoir éclairé vraiment sur cette discipline, sur la médecine chinoise. Et quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau Talk à Boy.